Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière session avant le repas. On va essayer de faire quelque chose qui ne va pas vous endormir, hein. Avant de commencer, je vais me permettre une chose. Je vais prendre un petit selfie, si ça dérange personne, parce que pour l'instant, en fait, vous êtes encore à peu près en train de sourire. Donc j'aime bien prendre voilà, des gens souriants. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'à la fin de la session, vous soyez dans le même mood. Donc j'avais promis à Sylvain des photos, donc on va faire des photos souriantes. Le thème de la session pour aujourd'hui, j'ai voulu volontairement faire un titre un petit peu générique pour voir si des gens allaient lire l'abstract. Et donc c'est la crise des identités Cloud Microsoft. Le titre réel de cette conférence, c'est comment est-ce qu'on va aller récupérer des identités Cloud Microsoft dans le cas d'une crise. Typiquement, un attaquant qui aurait accès à votre tenant Entra ID qui commencerait à s'amuser. Donc c'est sur ça où on va essayer de s'intéresser pour les 45 minutes qui suivent. Très rapidement, propos de moi-même, Mathieu Trévier, je suis en charge de toute la practice avant-vente pour un éditeur de solutions logicielles qui s'appelle Samperis. Même s'il y a vente dans mon nom, ça fait à peu près, non, j'ai rayé bientôt, puisque ça fait 20 ans, entre guillemets, que je fais beaucoup de conseils, principalement autour de l'identité et de la résilience. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce thème, c'est toujours quelque chose qui me correspond relativement bien. Samperis, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, comme je le disais, on a un éditeur de solutions logicielles focalisé sur la cyber-résilience de l'identité. On est des spécialistes de l'identité, on va se focaliser aussi bien sur des notions de protection, c'est-à-dire aller protéger des référentiels d'identité, que sur des notions de restauration. On est essentiellement connu pour un produit qui permet de récupérer un Active Directory après une compromission. Le thème aujourd'hui, ça sera 100% Entra ID, donc aussi un changement pour moi, puisque ça fait aussi 20 ans que je fais beaucoup d'AD. Je suis resté encore sur la phase AD, mais même moi, je suis obligé de m'ouvrir sur des technologies différentes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crise des identités cloud? Eh bien, comme je vous le disais, imaginez qu'un attaquant commence à avoir accès à votre tenante Entra ID et qui s'amuse à faire du hard delete. Donc, vous allez voir, on aura deux notions dans cette conférence, le hard delete, le soft delete, et on va voir que l'une est agréable et l'autre ne l'est pas. Et pour une raison, en fait, hier soir, quand j'ai terminé mes slides, j'ai demandé à une IA de me générer une photo représentant la gestion de la crise des identités cloud. Et donc, en fait, on voit, ça représente relativement bien, j'étais assez content de ça, parce qu'on voit en fait un certain nombre de types d'objets qui sont présents, et puis surtout, on voit des relations entre ces objets et un nombre incalculable de relations, et en fait, ça va montrer toute la complexité de cette problématique. Ok, on se lance. Juste pour faire un petit peu d'historique. À main levée, qui dans son environnement a un environnement Active Directory? Ok, je pense que nos amis de Microsoft à côté étaient contents quand ils disaient qu'il fallait réduire l'empreinte d'AD. Toujours à main levée, qui a un environnement Entra ID? Ok, globalement la même chose. Donc vous êtes dans une situation qu'on appelle de l'identité hybride, et vous avez à gérer les deux. Alors historiquement, comment ça se passait? Historiquement, et on va se focaliser sur les utilisateurs et les groupes uniquement. Historiquement, chaque objet dans un environnement Active Directory a un Security Identifier, le SID, qui permet de forger un ticket au travers d'NTLM et de Kerberos, de se présenter auprès d'une ressource, et selon les ACL de cette ressource, de pouvoir y accéder ou pas. Donc on a les trois piliers d'Active Directory, identification, authentification et sécurité. Jusque-là, c'est maîtrisé par tout le monde. Quand vous avez mis en place votre identité hybride, vous avez mis pour la plupart une synchronisation avec Entra ID, et donc vous avez synchronisé vos utilisateurs, vos groupes et peut-être d'autres objets vers votre tenante Entra ID. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a mis un lien entre les deux objets, qui est bien souvent l'objet GUID, mais qui est configurable. Par contre, vous vous êtes retrouvé côté Entra ID avec ce qu'on appelle un OID, qui est bien entendu différent du SID et qui est unique pour cet utilisateur. Cet OID, de la même manière, il vous permet de forger un ticket non plus NTLM Kerberos, mais soit OAuth, soit OpenID, de vous présenter face à une ressource, et si vous êtes autorisé, d'y accéder. Très bien, jusque-là, je pense que j'apprends rien à personne. Qu'est-ce qui va se passer quand, soit pour un problème opérationnel, une erreur de synchronisation, un admin qui fait une boulette, ou un attaquant qui va commencer à aller supprimer des objets? Bon, on pourrait se dire, très simple, hein, je relance ma synchronisation, ma source de référence, c'est toujours mon Active Directory, donc je vais repousser mes objets. Sauf que malheureusement, ça ne se passe pas forcément comme ça. Parce que même si votre Immutable ID est toujours le même, vous allez avoir des nouveaux OID qui sont générés, côté Entra ID. Et donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces OID qui sont changés? Quand ces OID vont se présenter avec leur token auprès des ressources, malheureusement, vous n'avez plus accès à vos ressources.
Donc quand on est dans un cas où vraiment on a du hard delete de ces objets côté Entra ID et qu'on réalimente ces objets, on pourrait penser que tout va se remettre en marche naturellement, et bien malheureusement, c'est terminé pour vous, vous n'avez plus accès à aucune des ressources. Donc on va essayer de voir, dans certains cas, on est en capacité à corriger un peu ces choses-là. Microsoft nous donne des possibilités. Par contre, on a encore des choses, et c'est ce sur quoi je veux attirer votre attention, où on n'a malheureusement aucune solution. Et malheureusement, certaines personnes l'ignorent encore ou ne veulent pas le voir. Alors, on pourrait se dire, Entra ID, c'est une solution SaaS, qui est responsable de mes identités? Bon, ben, la réponse, elle est simple, c'est vous. Microsoft ne vous doit rien, Microsoft ne fera rien pour vos identités. C'est à vous de gérer vos identités côté Entra ID. Si vous vous souvenez de ce bon vieux schéma que je pense tout le monde a vu depuis 15 ans, on avait l'approche on-prem, donc typiquement Active Directory, où vous gérez par vous-même toute la stack de l'infrastructure, du réseau, du stockage, de l'OS, la configuration et vos identités. Modulo l'IaaS, ou si vraiment vous voulez stocker ça dans Azure ou ailleurs, où vous ne gérez plus cette partie d'infrastructure. Et sur la partie SaaS, on se retrouve avec le service provider Microsoft qui vous garantit le fonctionnement de l'infrastructure, et vous êtes toujours en charge de la partie identité. Et ce schéma-là, il correspond très bien à la matrice de responsabilité qu'on appelle le Shared Responsibility Model, qui est édité par Microsoft. Ça, ce n'est pas un slide qui est de moi, ça c'est un slide qui est disponible sur le site de Microsoft. Sauf que, comme tout le monde, vous ne lisez pas les petites lignes au moment où vous signez pour un service. Ce que Microsoft vous dit, ils introduisent deux catégories. La préparation, on va appeler ça le run, vulgairement, et la partie restauration. Et bien voilà le modèle de responsabilité que vous propose Microsoft au sein d'Entra ID. Donc de votre côté, sur la phase de run, vous êtes en charge de la partie BRP et DRP, donc de connaître et d'être en capacité à exécuter DRP et BRP, et aussi de documenter votre configuration nominale dans Entra ID. De l'autre côté, si jamais vous avez à restaurer, votre responsabilité est de restaurer les objets qui ont un état soft delete, on verra un petit peu plus à quoi ça correspond, et aussi de remettre en place les différentes configurations. Côté Microsoft, c'est quoi leur responsabilité? C'est de vous mettre à disposition ces objets soft delete pour une durée limitée et la disponibilité des API. Sauf que par rapport à ça, on a un gros problème. Et le gros problème, il est très simple, c'est que côté Entra ID, aujourd'hui, on a très peu d'API qui sont disponibles pour pouvoir adresser les types d'objets. Et donc, on va avoir, vous m'avez vu venir, les utilisateurs, les groupes, le classique qui va être couvert. Par contre, vous avez plein de types d'objets un peu plus exotiques dans Entra ID qui ne sont absolument pas couverts. On va refaire un petit peu un fastback directement sur ce que proposait Active Directory, parce qu'en fait, cette avancée au fur et à mesure, cette construction de la sécurité et de comment on gère les suppressions et les restaurations, en fait, elle est vraie depuis AD. Février 2000, Windows Server 2000 est lancé, Active Directory est lancé. Dans la première version d'AD, vous ne pouviez pas restaurer des objets en mode online. Pour ceux qui ont souffert avec ça, il fallait que vous redémarriez un contrôleur de domaine en DSRM, que les services AD ne démarrent pas, que vous restauriez une copie de la base de données, que vous restauriez de manière autoritative vos objets, et après, hop, ils étaient répliqués à nouveau. Donc ça, c'était une catastrophe quand il y avait à se faire. Donc ça, c'est 2000, première version. 2003, Microsoft introduit le Tombstone. Le Tombstone, c'est une valeur qui n'est pas faite pour les utilisateurs finaux, c'est une valeur qui est faite pour les vendors, pour que les vendors puissent utiliser cette API et réanimer de manière online des objets. Donc, typiquement, tous les software vendors qui étaient au niveau backup utilisaient le Tombstone. Quelqu'un se souvient de la première valeur de Tombstone en 2003 ? 60 jours, je l'ai entendu. Ça, quand 60 jours, bon, quand en Europe, quand on est parti juillet et août, des fois ça suffisait pas, et donc on se rendait compte que on rentrait en septembre et globalement les objets avaient disparu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? 2003 SP1, on a deux choses qui apparaissent. Déjà, le Tombstone est poussé de 60 à 180 jours. Donc, même avec nos congés estivaux, on est tranquille, on est couvert, on peut restaurer. Et Microsoft introduit aussi la capacité à avoir le SID History. À main levée, le SID History, à qui ça parle? Ok, je le redéfinis pas. Donc, il faut savoir que quand un objet est supprimé et qu'il est marqué avec le Tombstone, tous les attributs n'étaient pas gardés. Microsoft ajoute le SID History en 2003 SP1 pour pouvoir, quand on restaure ces objets-là, si vous vous souvenez de mon premier schéma, toujours accéder aux ressources auxquelles on avait besoin. Et puis on continue à avancer. 2008, la protection contre les suppressions accidentelles, ou même un global admin,
même un admin du domaine, quand la petite case est cochée, ne peut pas aller supprimer un objet directement pour éviter les suppressions accidentelles. Donc on voit en fait qu'on a au fur et à mesure des layers de sécurisation par rapport aux suppressions qui sont mis en place par Microsoft. Et en 2008 R2, on arrive finalement avec la corbeille qui est là le côté utilisateur pour que les utilisateurs, les administrateurs puissent restaurer des objets de leur côté. Et dernière chose, 2012, on a enfin une UI sur la partie corbeille. Si vous regardez bien, 2010-2012, 12 ans d'évolution. Qui de tête connaît la date d'introduction d'Azure AD? Alors la date d'introduction technique, c'est 2009, mais elle n'était pas encore disponible. La date d'introduction aux utilisateurs pour Azure AD? 2012. 2012, c'est les premières versions d'Azure AD où on a commencé à vraiment pouvoir l'utiliser. Faites le calcul, 2012 plus 12 ans, on est 2024. Donc en fait, il faut vous dire qu'aujourd'hui, l'évolution d'Azure AD, en fait, elle suit tout simplement l'évolution qu'a connue Active Directory et que Microsoft continue à mettre en place de nouveaux obstacles, entre guillemets, pour ne pas aller supprimer des objets dans Entra ID. Je vais faire le parallèle entre ID et Azure AD un nombre de fois, mais j'arrive pas à m'y faire. Sauf que la problématique, AD, c'est un nombre d'objets, un nombre de types d'objets qui est relativement limité. Si on regarde la phase découverte de l'iceberg d'Entra ID, on se retrouve avec le classique, les Condition Access Policy, utilisateurs, les groupes, les devices, les applications, bon voilà, tout ça connaît. Bon, derrière, il y a un certain nombre de types d'objets que vous avez légèrement oubliés. Donc en fait, la complexité d'Entra ID, elle est 10, 15, 20, 50 fois supérieure à ce qu'était Active Directory. Donc il a fallu 12 ans à Microsoft pour pouvoir faire ces avancées sur la partie AD. Donc vous vous doutez bien que 12 ans sur la partie Azure AD Entra ID, ce n'est pas encore suffisant pour qu'on ait suffisamment de layers de protection par rapport à ces objets. On continue un petit peu à regarder ce que nous dit Microsoft. Qu'est-ce qu'ils font sur la partie soft delete? Aujourd'hui, dans la documentation de Microsoft, et vous avez tous les liens pour pouvoir aller consulter ça, vous avez 3 types d'objets qui sont couverts par la partie soft delete. Les applications, les utilisateurs et les groupes Microsoft 365. Pour tous les autres types d'objets, la suppression est un hard delete. C'est-à-dire que l'objet, une fois supprimé, vous ne pouvez plus y accéder. Et petit point de détail, on ne parle que des groupes Microsoft 365. Dites-vous bien que vos groupes que vous synchronisez depuis AD sont créés en tant que security group. Ces security groups rentrent donc dans le cas de tous les autres objets, et donc s'ils étaient supprimés, c'est également du hard delete. Donc là, vous commencez à comprendre qu'il y a une problématique, c'est que le soft delete, c'est très bien, ça va nous permettre de récupérer ça, mais que tout ce qui est hard delete, vous oubliez la capacité pour que Microsoft ou un administrateur de tenante soit en capacité de restaurer ces objets-là. En gros, on continue. Qu'est-ce que c'est que le soft delete? 30 jours, non configurable. Donc, si vous êtes au 31e jour, pareil, automatiquement, vous avez une espèce de garbage collector qui passe et qui vous efface vos objets. Et c'est très clairement indiqué que ni Microsoft ni vos administrateurs sont en capacité de restaurer des objets qui ont été hard delete, malheureusement. Et si on continue à réfléchir d'un point de vue sauvegarde côté Microsoft, aujourd'hui, Microsoft n'a pas de sauvegarde de votre tenante. Aujourd'hui, il y a une chose que j'essaye de dire souvent et qui n'est pas très claire dans la tête des gens. Aujourd'hui, ni Microsoft ni un vendor n'est capable de restaurer 100% de votre tenante. C'est impossible. Et celui qui vous dira l'inverse ment. Pourquoi? Parce que pas d'API disponible, et aussi des objets qui, une fois qu'on sera recréés, si vous vous souvenez de mon premier schéma, une fois qu'ils seront recréés, seront également différents. Donc être en capacité de recréer toutes les relations entre les différents types d'objets, on n'est pas en capacité de restaurer un tenant à 100%. Donc Microsoft a bien entendu des sauvegardes au niveau d'une région complète, mais ça c'est simplement pour pouvoir garantir leur disponibilité et qu'en cas de panne d'une région, on soit capable de restaurer dans une autre région et qu'on puisse reprendre. Je vois des têtes qui commencent un peu à se fermer là. On reprend notre schéma de tout à l'heure. Bon, on va enlever la partie de droite, on dit que tout ça c'est maîtrisé, une backup, recovery AD, que ce soit granulaire ou complet. Si vous avez un problème en un instant, vous pouvez venir nous voir après. Mais on va se focaliser sur cette partie-là, parce qu'on pourrait se dire, si je suis en capacité déjà à recréer mes objets, il va falloir derrière que je puisse recréer mes relations. Puis normalement, ça devrait tomber en marche. Bon, malheureusement, il y a 2 types de choses qui se trouvent dans Azure AD. Bref, ça va. C'est que vous allez pouvoir corriger un certain nombre de choses. Si vous avez la documentation, comme je disais, ce que Microsoft vous dit de faire, la documentation de votre configuration nominale, vous serez en capacité d'aller changer les membres des groupes qui auraient été supprimés de par la suppression d'utilisateurs. Tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir
directement corriger. Par contre, il y a un ensemble de ressources qui ne sont pas disponibles. Disponibles via l'interface graphique, mais aussi disponibles via les API. Et donc, ces choses-là, vous ne pourrez pas les corriger. Donc, à partir du moment où elles sont perdues, elles sont perdues. Terminé. L'exemple typique, c'est toujours Teams. Vous prenez un utilisateur, vous le supprimez, il n'a plus accès à ses Teams, il n'a plus accès à ses chats, il n'a plus accès à l'historique qu'il avait. Vous recréez ces utilisateurs, vous n'avez aucun moyen de lui réattribuer correctement tous les Teams dont il était membre. Vous repartez sur une feuille vierge. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement complexes. Souvent qu'on n'arrive pas à se dire, on se dit, mais ça paraîtrait évident que Microsoft nous mette à disposition ça. C'est malheureusement une réalité. Et là, on se focalise sur utilisateurs et groupes. La réalité, elle est un peu plus complexe que ça. Ça, c'est la carte des objets et des relations dans Entra ID. Alors le but, c'est pas que vous la regardiez, il y a le lien, pareil, mais ne serait-ce que pour regarder un petit peu les choses qui existent là, vous vous dites qu'on a un nombre de types d'objets qui est incalculable avec des relations qui sont entre elles. Alors, je vous invite, il y a le petit lien GitHub qui permet de voir cette carte. C'est toujours intéressant d'aller voir ça parce que ça donne un petit peu une vue sur l'ensemble des objets qui sont disponibles dans Entra ID. Alors, maintenant que je vous ai fait peur, on va essayer de réfléchir comment est-ce qu'on fait pour mitiger un petit peu ce risque. Premièrement, déjà, on va essayer d'éviter cette notion de hard delete. Et ça, c'est bien, c'est aligné avec la recommandation de Microsoft, c'est écrit. Il vaut mieux éviter les hard delete. Merci, fin de conférence. Voilà. Bon, ok, no shit Sherlock. Ça c'est bien, ça c'est sur la, on va dire, la documentation que met à disposition Microsoft. Malheureusement, la réalité, c'est qu'il va falloir prendre un certain nombre de mesures. Déjà, la première, c'est de faire du moindre privilège. Déjà, on a un ensemble de rôles qui sont disponibles dans Entra ID qui permettent déjà de limiter un peu. On arrête de faire de l'administration avec des global admin. Tout ça, c'est des choses où j'espère que c'est déjà dans votre tête depuis très longtemps. Mais même quand on regarde les rôles built-in qui sont proposés dans Entra ID, user administrator, il peut gérer et supprimer les utilisateurs et les groupes. Groupe administrator, pareil. Cloud Device Administrator, pareil. Donc en fait, on va se retrouver avec des droits ou des rôles built-in qui sont toujours trop permissifs et qui vont potentiellement mener à un ensemble de hard delete. Donc il va falloir aller plus loin que ça. Comment est-ce qu'on va faire pour aller plus loin que ça? C'est qu'on va essayer d'arrêter de faire de l'administration au niveau d'un tenant. Parce que malheureusement, c'est beaucoup trop permissif. Donc, on va potentiellement aller vers l'utilisation des unités administratives. Toujours à main levée, qui utilise les unités administratives dans son tenant? Ok. Prenez quelque chose en tête. S'il y a une chose à retenir de cette conférence, c'est que tout le monde ici devrait utiliser les unités administratives, même si c'est pour en créer une seule. Pourquoi? Vous mettez, petit cran trop loin, vous mettez l'ensemble de vos utilisateurs, de vos groupes et de vos devices non privilégiés dans une unité administrative. Et vous allez voir qu'on va avoir des mécanismes qui vont nous permettre d'aller plus loin dans les sécurisations et de traiter vraiment la suppression comme un acte privilégié qu'on ne donnera pas aux utilisateurs. Si on veut aller encore plus loin dans les unités administratives, on a une notion d'unité administrative restreinte qui permet de sécuriser ces objets même au-delà de leur scope. Donc on sort du scope de l'unité administrative de manière globale. Même un global admin ne sera pas en capacité à faire un hard delete sur ces objets. Donc un niveau complémentaire de sécurisation. Bon, malheureusement, un global admin il pourra toujours aller modifier les permissions pour se les attribuer, pour essayer. Mais au moins, on met en place un certain nombre de couches pour pouvoir protéger nos objets. Par contre, gardez bien en tête, c'est que les unités administratives ne protègent pas le hard delete pour tout ce qui n'a pas de soft delete, puisque dès que vous les supprimez, ces objets sont hard delete directement. Donc le besoin, c'est quoi? C'est typiquement que Microsoft mette à disposition plus de soft delete pour les types d'objets. La bonne nouvelle, c'est que la partie Condition Access Policy est actuellement en private preview, donc ça va arriver bientôt. La partie device aussi, donc c'est en cours. Donc on va avoir non plus 3, mais 5 types d'objets qui vont être couverts par le soft delete. Mais comme vous l'avez vu sur l'iceberg, il y en a encore tout un paquet qui malheureusement ne bénéficient pas de cette fonctionnalité. Alors, je vais essayer, j'ai fait la version safe, on va dire. Hop, est-ce que ça va marcher? Alors, où est-ce que je suis? Là, ouais. J'ai pas voulu faire de démo live pour éviter de me louper, donc je vous ai fait un petit enregistrement. On est dans un tenant dans lequel je suis connecté
avec un utilisateur qui est un administrateur d'une unité administrative, et j'ai deux unités administratives qui ont été créées. La première qui me permet de stocker mes utilisateurs. Et donc dans cette unité administrative, j'ai été attribué le rôle User Administrator à mon utilisateur MyAUadmin qui était connecté ici. Donc là, on voit que mon utilisateur a des droits sur les utilisateurs, des droits d'administration sur l'utilisateur, mais restreints à cette unité administrative. Donc, mon utilisateur va pouvoir aller, mon administrateur, pardon, va pouvoir aller dans cette unité administrative, et on a l'autre qui est juste après, qui est juste en plus la gestion restreinte. Dans cette première unité administrative, on va pouvoir aller sélectionner un utilisateur, acte d'administration classique, et aller le supprimer. Qu'est-ce qui va se passer? Cet utilisateur bénéficie du soft delete, il va se retrouver donc dans ma corbeille. Mais vu que mes droits sont restreints à l'unité administrative que j'ai définie, eh ben, quand on sort de cette unité administrative, la corbeille est au niveau du scope global, eh ben, vous allez voir que quand je vais retourner dans mes utilisateurs, eh ben, là, je n'ai pas la capacité à aller supprimer cet utilisateur. Je ne peux pas aller compléter l'action entre guillemets que j'étais en train de faire. Donc, au moins à minima, je peux commencer à faire de la délégation d'administration pour les utilisateurs sans pouvoir permettre à ces personnes-là à aller jusqu'à complètement supprimer ces objets-là. Par contre, si je viens me connecter avec un global admin, lui, bien entendu, ayant des droits au niveau du scope global, va être en capacité, toujours en allant dans la corbeille, eh ben, d'aller supprimer définitivement ou bien restaurer, vous allez voir, hop, on a la capacité, restaurer cet utilisateur. Donc là, on a une capacité à aller faire de la délégation dans une manière, on va dire, un petit peu plus safe. Maintenant, la deuxième partie, donc c'est vraiment la partie restreinte. Le fonctionnement est le même, mais comme je le disais, les permissions qui sont positionnées sur un objet vont être conservées, quel que soit son scope. Donc je vais retourner dans mon unité administrative restreinte cette fois-ci. Je vais sélectionner un utilisateur. Et là, vous allez voir que, premièrement, j'ai un message en plus qui est affiché. Ce n'est pas moi qui le choisis, c'est Microsoft qui nous le présente, nous disant « Attention, c'est une utilité restreinte. Il faut, entre guillemets, faire attention. » Ça ne m'empêche pas, je peux toujours supprimer cet objet. Cet objet, il est déplacé vers la corbeille. Et donc, toujours de la même manière, quand je vais retourner dans la corbeille, je vais retrouver cet utilisateur sans la capacité à le supprimer. Sauf que, étant donné qu'il vient d'une unité restreinte, même si je viens à me connecter avec un global admin, eh bien vous allez voir que j'ai toujours cette capacité à le supprimer, mais vu que ces droits ont été conservés de l'unité d'administration, eh bien, au moment où je vais le supprimer, vous allez voir que je vais avoir un message qui me dit « je n'ai pas suffisamment de privilèges » parce que je n'ai pas les droits, même moi en tant que global admin, sur l'unité d'administration d'où vient cet objet. Donc comme je disais, rien ne m'empêche d'aller m'attribuer les droits et ensuite de pouvoir faire ça, mais on met en fait des couches supplémentaires de sécurité pour aller éviter qu'à un moment donné, on ait des utilisateurs qui soient totalement supprimés. Alors la petite blague, c'est que je ne peux pas non plus le restaurer. Donc là, bon, on a un problème de fait de la poule où il faut encore aller plus loin par rapport à ça. Hop, on va revenir ici. Donc voilà un petit peu ce qu'on va déjà pouvoir faire. Mais comme je vous le disais, il faut qu'on considère la suppression comme étant un acte à privilège. Donc on va essayer d'aller encore un peu plus loin. On peut créer des rôles customisés dans Entra-ID. Donc ne pas utiliser les rôles built-in, mais créer des rôles d'administration customisés. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de granulairement donner des droits d'administration sans pour autant donner les droits de suppression. Et donc, on va vraiment traiter la suppression comme étant une action d'administration privilégiée qui va nécessiter qu'on n'ait pas un admin de niveau 1 qui va aller opérer nos utilisateurs, nos groupes et nos devices de manière purement opérationnelle, mais d'avoir une confirmation par quelqu'un qui aura réellement du privilège. Donc, un travail qui est à faire, c'est de créer ses propres rôles directement dans la partie Entra-ID pour pouvoir ensuite potentiellement les assigner à des unités d'administration. Et là, normalement, on a quelque chose qui est relativement bien verrouillé. Comme je disais, on doit considérer, et c'est une différence par rapport à la partie AD où vous aviez le tombstone, vous aviez la corbeille qui vous permettait de pas forcément traiter la suppression comme étant vraiment un acte à privilège. Là, il faut vraiment le traiter comme tel. Alors, nouveau de février 2025, donc normalement vous en avez peut-être entendu parler, on a également ce qui s'appelle maintenant des Protected Actions.
Le but, c'est de pouvoir configurer une Conditional Access Policy sur des actions qu'on considérerait comme étant sensibles. Donc ça, typiquement, ça va me permettre de configurer des Protected Actions, de les associer typiquement à une Conditional Access Policy qui va demander du MFA, et ensuite d'aller associer cette Protected Action à un certain nombre d'actions qui pourraient être faites. Donc là, typiquement, j'ai pris l'exemple de supprimer des Conditional Access Policy et des rules pour la partie name location. Donc quand je vais arriver sur du hard delete de ces objets-là, en plus qu'un global admin puisse le faire, eh ben, je vais avoir une confirmation au travers du MFA pour pouvoir aller valider tout ça. Voilà un petit peu. Vous avez toujours, à chaque fois, je vous ai mis les liens pour que vous puissiez aller voir les documentations de Microsoft, vu qu'elles évoluent quand même relativement rapidement. Et donc là, vous voyez, si je ne valide pas mon MFA, eh ben, typiquement, on me dit que je n'ai pas les droits pour pouvoir faire cette action. Alors, on continue encore à avancer. Toujours la même limite, hein. Je vais le répéter encore une fois, mais tout ce qui n'a pas le statut de soft delete ne pourra pas bénéficier de ce genre d'amélioration. Donc encore une fois, il va falloir avoir plus de soft delete et on verra une des solutions potentiellement à la fin. On rentre dans le dur, la capacité à sauvegarder. J'ai bien écrit juste sauvegarder, je n'ai pas écrit restaurer. La capacité à sauvegarder les objets entre ID et les relations. Alors, il y a des choses qui existent. Hein. Il y a une bibliothèque PowerShell qui est totalement gratuite, qui s'appelle Entra Exporter, qui est extrêmement bien faite, qui vous permet, via un script PowerShell, d'exporter l'ensemble de vos objets Entra ID avec leur description et les relations qu'elles ont avec d'autres objets. Alors, ça vous fait des répertoires relativement gros selon la taille de votre Entra ID, mais au moins à un instant T, quand vous lancez ce script-là, ça vous permet d'avoir l'image de la configuration de votre tenante Entra ID et d'avoir l'ensemble des relations. Après, il faut regarder un petit peu la structure, comment les liens sont faits. Il y a des solutions commerciales qui existent aussi et qui permettent de faire de la sauvegarde de Entra ID. Samperis en propose une qui s'appelle Dret. Et si vous pensiez vraiment que j'allais mentionner les compétiteurs, je vous laisserai faire vos recherches. Allez, c'est le seul slide commercial que je vais faire sur cette présentation. Dret, Disaster Recovery for Entra Tenant. Aujourd'hui, c'est notre solution, une solution SaaS, qui permet de faire de la sauvegarde et de la restauration des objets et des configurations Entra ID. Je suis toujours très transparent par rapport à ça. On est, comme tous les éditeurs logiciels, liés aux API que Microsoft nous met à disposition. Donc, on ne sauvegarde pas tous les types d'objets, on n'est pas capable de restaurer tous les types d'objets, mais au moins, ce qu'on va pouvoir faire, on est capable de le sauvegarder automatiquement et on est capable de le restaurer avec ses relations. Ce qui est souvent le gros du travail, c'est de savoir, une fois que j'ai restauré mon utilisateur, c'est de le remettre directement dans les groupes, dans les bons endroits pour qu'il se remette à fonctionner. Allez, j'ai fait vite. Toujours, voilà, c'est ce que je vous dis, il y a des types d'objets. Au-delà des API qui seraient manquantes pour des types d'objets, on a aussi des choses où Microsoft a fait des choix de sécurité. Et typiquement, au niveau des secrets, on ne peut pas exporter les secrets. Donc vous ne pourrez pas exporter les mots de passe utilisateurs, vous ne pourrez pas exporter les certificats, vous ne pourrez pas exporter les clés BitLocker pour vos devices. Tout ça, Microsoft, au niveau des API, vous empêchera de le faire par rapport à la partie sécurité. Typiquement, j'évoque les clés BitLocker pour une raison, c'est qu'aujourd'hui, être en capacité de faire du backup et du restore de device Intune, ça n'est pas possible. C'est un sujet qu'on adresse quand on parle de Dret souvent. Est-ce qu'on peut sauvegarder nos devices Intune et les restaurer? La réponse est non. Vous pouvez sauvegarder la configuration, les policies qui sont dans Intune, mais la seule chose que vous pourrez faire, c'est les réappliquer sur un nouveau poste. Donc ça, c'est des choses qu'il faut quand même bien garder en tête parce qu'on a un certain nombre de limitations. Et le fait que tout le monde se soit jeté sur Entra ID de par Microsoft 365 fait qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu dans le fait accompli où il faut vivre avec ça. Quatrième chose, tester. Tester du recovery. Parce que comme je le disais, c'est pas aussi évident, je ne remets pas juste mon objet en place et tout fonctionne, donc il va falloir aller tester du recovery. On peut le faire avec des objets, typiquement se créer un certain nombre de comptes et on va pouvoir aller tester, déjà comprendre un petit peu ce qui va être manquant. Une fois que j'ai restauré un utilisateur, qu'est-ce qui est manquant? Qu'est-ce que je vais devoir aller remettre en place? Comme je le disais, un cas, si vous voulez jouer, un utilisateur qui est supprimé, que devient sa boîte mail? Elle est aussi en soft delete, ok, vous recréez l'utilisateur. Côté de l'API PowerShell ou Graph Entra ID, il n'y a aucun moyen de reconnecter un utilisateur nouvellement créé avec une boîte mail. Il faut passer par l'API Exchange Online pour pouvoir aller recréer l'utilisateur depuis l'API Exchange Online et relier la boîte mail qui a été supprimée. Donc ce n'est pas aussi évident et toutes ces relations-là, elles sont complexes, donc c'est des choses qu'il faut aller potentiellement
tester. Point d'attention, Entra Exporter ne fait que de l'export. Entra Exporter ne vous permettra pas, c'est bien pour avoir sa documentation, c'est bien pour avoir son good known state, mais par contre, Entra Exporter ne vous permettra pas de réimporter des objets ou de remettre en place vos configurations. Donc il faudra que de votre côté, vous ayez développé les scripts de PowerShell ou les méthodologies pour pouvoir aller réappliquer ces choses-là. Par contre, effectivement, les solutions commerciales vont potentiellement faire ce travail pour vous. C'est là où on a un différenciant, c'est quand même qu'on apporte une plus-value par rapport à le fait de l'exécuter manuellement. Mais on a toujours le même challenge que vous avez vu tout au début, c'est que quand on restaure un utilisateur qui a été hard delete, on va pouvoir remettre en place un certain nombre de relations parce qu'on a les API, parce qu'on sait où les remettre, mais il y a tout un ensemble de choses qui ne seront toujours pas disponibles. Et donc on a toujours ce manque d'un certain nombre d'API pour pouvoir remettre en place correctement tout ça. Donc gardez en tête que c'est toujours très compliqué de gérer les permissions et la délégation de permissions, surtout sur la partie suppression. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le jeu des attaquants, c'est plus de voler du credential. Aujourd'hui, c'est de voler directement du token. On vole un token, on utilise le token, et j'ai même pas besoin de connaître les credentials, et je peux passer. Donc c'est vos global admin qui vont être malheureusement ciblés, et le global admin reste un global admin dans Entra ID, donc il aura capacité à tout faire. On l'a vu énormément avec le Midnight Blizzard, hein, ça a été ciblé, alors non pas pour aller détruire, mais pour pouvoir accéder à la boîte mail, et c'est Microsoft qui a été impacté directement. On a prototypé un certain nombre côté Samperis sur notre équipe de recherche d'attaques et de types d'attaques pour pouvoir faire de l'escalade de privilèges dans Entra ID. Donc ça, malheureusement, on n'a pas forcément de solution par rapport à ça, et c'est quelque chose qui, comme je disais, c'est un risque qui est présent, sur lequel vous ne pourrez rien faire, et il faut simplement être en capacité à l'absorber et à le mitiger au maximum. Ce que vous pouvez faire de votre côté, par contre, c'est remonter votre problématique directement à Microsoft. On l'a dit, Microsoft est toujours en train d'améliorer sa plateforme, donc ils attendent des retours des clients. Quels sont les types d'objets qui sont pour vous les plus critiques et sur lesquels vous souhaiteriez voir arriver le soft delete en premier? On l'a dit, il y a les devices et il y a les conditional access policy qui sont en train d'être traités. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué de par le nombre de relations qu'on a dans Entra ID. Donc si c'est des choses sur lesquelles vous avez des points d'attention, remontez-le avec vos TAM pour pouvoir avoir, une visibilité sur ce qui va arriver, et puis deux, pour pouvoir aussi remonter directement ce dont vous avez besoin. Vous avez aussi possibilité de rejoindre le Customer Connection Programme sur la partie Entra Advisor, qui vous permet à la fois de donner du feedback, mais aussi de voir de manière un peu plus complète ce qui va potentiellement arriver dans les mois à venir. Alors, on parle plus souvent de quarter, vraiment, mais on sait déjà très bien que normalement, au premier quarter 2026, on devrait avoir, comme je disais, Conditional Access Policy qui arrive. Par la suite, on a directement les devices. Et Microsoft est vraiment à l'écoute. J'ai eu la chance d'échanger avec les programmes managers, notamment sur la partie Entra et sur la partie AD. Ils sont vraiment à l'écoute des retours des clients et ils ont besoin de ça pour prioriser directement leur propre roadmap. Allez, juste un peu de conclusion. Globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que récupérer des objets qui ont été hard delete, c'est extrêmement compliqué et qu'aujourd'hui, personne n'a de magie pour pouvoir vous aider. Il faut que vous traitiez la suppression comme étant une tâche à fort privilège. Donc on ne donne pas ce genre de droit à des administrateurs, je veux dire du helpdesk qui va pouvoir réaliser des objets des actions de la vie courante. Faites de la sauvegarde. Vous êtes les seuls responsables de vos données qui sont dans Entra ID. Si demain quelque chose arrive, Microsoft ne pourra pas vous aider et c'est écrit noir sur blanc. Il y a encore beaucoup trop de monde qui pense que si j'ai un problème, je suis en capacité à appeler Microsoft et ils vont pouvoir faire quelque chose pour moi. Malheureusement, non. Donc prenez vos responsabilités avant que quelque chose ne se passe. Et puis, essayez d'automatiser. Essayez d'automatiser au maximum, c'est-à-dire, au lieu d'avoir de l'administration, même si elle est documentée, mais qui passe par l'interface graphique, faites du PowerShell. Parce que le fait d'avoir des scripts, c'est la capacité à reproduire très rapidement une action qui soit nominale, c'est la capacité en fait à ne pas avoir d'erreur. Alors, la gestion de l'erreur, c'est vraiment le plus compliqué qu'on va avoir ici. Donc gardez bien en tête,
ces 4 points qui sont essentiels puisque Entra-ID est fait pour exploser encore dans les années à venir. Je ne dirais pas qu'on va remplacer AD, même si Microsoft le souhaite, mais je pense que AD a encore au moins une bonne dizaine d'années devant soi. Mais il faut quand même se dire que la part de présence d'Entra-ID ne va faire qu'augmenter, donc il va falloir vraiment prendre les bonnes mesures et remonter à Microsoft, demander pour avoir des API, pour pouvoir avoir des objets qui sont en soft delete. C'est vous, de votre côté, en tant qu'utilisateur, qui va faire que Microsoft va changer et va accélérer la release de ce genre de nouvelles fonctionnalités. Un petit peu de librairie pour ceux qui auraient besoin. Les slides, de toute façon, je pense que les slides seront disponibles après, mais au moins vous aurez tous les liens vers les sites de Microsoft qui expliquent un petit peu tout ce que j'ai présenté aujourd'hui. Juste 2 liens qui sont en bas, qui sont 2 outils communautaires que Samperis propose, qui sont des outils gratuits. L'un qui est Purple Knight, que je pense que beaucoup de monde aujourd'hui connaît, qui est un outil qui permet de faire de l'assessment, donc de l'audit de sécurité, à la fois de l'AD, mais aussi d'Entra-ID. Donc ça peut toujours être intéressant de le faire tourner pour voir si vous n'avez pas forcément un certain nombre de gaps encore dans votre environnement. Et deuxième chose, Forest Druid, un peu moins connu, mais qui va aller se focaliser sur les chemins d'attaque. Donc les chemins d'attaque, comment est-ce qu'on va aller déjà cartographier les chemins d'attaque, à la fois dans l'AD, mais aussi dans Entra-ID. Souvent, les chemins d'attaque dans Entra-ID sont un petit peu plus compliqués à comprendre, mais souvent, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus utilisé par les attaquants, c'est qu'on arrête d'aller attaquer AD en premier, on se décale maintenant directement vers Entra-ID. J'ai essayé de rester court, je sais que vous avez sûrement tous faim. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit maintenant, de toute façon je suis là pour toute la journée, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à échanger. Mais si vous avez un certain nombre de questions maintenant, je crois que la sucette est proche. Pas de questions, c'est que tout le monde a tout compris. Impeccable. Écoutez, merci beaucoup et bon appétit.